technicien qui devrait faire partie des intervenants. Je pense qu'elle a dû avoir un souci ou quoi, mais c'est pas grave. Donc, en fait, merci encore à tous de nous rejoindre aujourd'hui dans le cadre de cet événement digital. On va pouvoir parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle ou même de reconversion dans le secteur du digital parce qu'on sait que c'est un secteur qui est aujourd'hui très, très en développement et que tout le monde le recherche, que ce soit du côté des entreprises, du côté des différents, enfin, des publics, quoi. Moi, je m'appelle Aïcha, Madame Laoussan. Je suis du coup la présidente et la fondatrice de l'association Dunia Éthique, que j'ai officiellement créée en 2019. L'objectif étant de participer à la contribution des objectifs de développement durable. Et donc, parmi ces objectifs, on s'est dit que ça pouvait être effectivement intéressant de faire des choses pour accompagner les jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle, ceux qui veulent aussi entreprendre, leur montrer le chemin, les orienter. Donc, voilà. Aujourd'hui, au sein de l'asso, on est à peu près, on n'est pas loin d'une centaine, d'une petite centaine, éparpillés entre le Sénégal, d'où je viens, et la France. En France, on va être une petite équipe de 10 personnes. Et au Sénégal, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bénévoles aujourd'hui qui nous accompagnent dans nos actions pour le moment digitales. L'objectif étant qu'on puisse mettre des actions également physiques en allant sur le terrain avec les enfants, les jeunes, etc. pour mieux sensibiliser sur toutes les questions liées au développement durable. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir Aïssata, enfin, parce que tu es la femme, donc quand même un peu de... Voilà quoi. Donc on a l'occasion aujourd'hui de t'avoir parmi nous, d'avoir aussi Ngor, d'avoir Mohamed et d'avoir Ousseinou. Avant que je vous laisse la parole, on est aussi aujourd'hui avec Khadija Gueye qui fait partie de l'association et qui va m'aider dans l'organisation de cet événement, notamment dans la gestion des questions-réponses qui vont arriver en fin de webinaire. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais du coup laisser la parole aux différents intervenants et merci aussi aux différents participants qui sont là pour pouvoir en savoir plus sur la question du numérique, de l'emploi, etc. Donc, restez jusqu'au bout. À la fin, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions à nos charmants intervenants. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à tout un chacun. On va faire un tour de table. Chacun va revenir un peu sur son parcours pour que les participants puissent un peu vous situer et savoir ce que vous faites concrètement, qui vous êtes, etc. Donc, peut-être Aïssata, si tu veux bien commencer. Oui, c'est parti. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci Aïcha pour l'invitation. Merci. Donc, je me présente. Moi, c'est Aïssata Kouaté. J'ai 29 ans. Donc, je vis à Paris. À la base, j'étais comptable et j'ai entamé une reconversion professionnelle l'année dernière pour découvrir la programmation informatique chez Simplon. Donc, Simplon, c'est une école de formation numérique qui sont nationales et internationales. Ils sont au Sénégal, il me semble. D'accord. Voilà. Donc, lors de ma formation, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la tech. Donc, j'ai réalisé un blog autour des femmes et la tech en faisant des interviews de femmes qui étaient soit entrepreneurs, soit salariées. Et du coup, l'objectif, c'était d'inspirer d'autres femmes à se reconvertir. Voilà. Donc, de fil en aiguille, le projet s'est transformé en association. J'ai été accompagnée par un incubateur qui m'a aidé à structurer le projet. Et donc, aujourd'hui, c'est un programme d'accompagnement pour les femmes qui sont demandeuses d'emploi. Donc, on les accompagne tout le long de la recherche de formation à la recherche de stages, d'alternance. Et au final, il faut vraiment qu'elles soient insérées professionnellement. Donc, on fait ça en partenariat avec des écoles de formation, donc en l'occurrence Simplon, des villes et Pôle emploi. Voilà. Donc, ensuite, on a décidé de lancer une plateforme de recrutement qui permettrait aux apprenants, donc à toutes les personnes qui font une reconversion pro, qui sont dans une école de formation, de pouvoir avoir accès à cette plateforme-là et être mis en relation avec les entreprises partenaires. Voilà, donc on a candidaté à un concours qui a été lancé par l'État, la French Tech. Donc, on attend les résultats. J'espère qu'on sera lauréat avec une bourse qui nous permettra de développer la plateforme et d'aider les femmes et les hommes à se reconvertir et surtout à pouvoir avoir un emploi dans la tech. Donc, on est spécialisé sur 4 métiers, vraiment des métiers techniques, parce que c'est là-bas où il y a des problèmes de recrutement. Donc, ce sont des métiers en tension, donc le développement web, la data science, la cybersécurité et la maintenance informatique. Voilà en quelques mots ma présentation et ce que je fais actuellement.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Aïssata. Alors, du coup, peut-être le fondateur de Taïmouner, Ngour. Merci beaucoup, Aïcha. Merci à tous mes camarades qui sont autour de la table aujourd'hui. Et je remercie aussi l'ensemble des participants. Moi, je suis Ngor Thiam, je suis fondateur de Taïmouner et cofondateur de Devenir Papillon. Je suis ingénieur en informatique et je travaille dans le secteur privé. Je suis plus spécialisé, je suis full stack. Quand on dit full stack, c'est que moi, je suis capable de travailler en back-end comme en front-end, en fait. Quand on parle de back-end, c'est l'ensemble des services qui sont mis en œuvre pour pouvoir répondre à une demande d'utilisateur. Le front-end, c'est l'interface utilisateur, en fait. C'est le site web, les différentes pages, les différents boutons qu'on va cliquer pour faire une demande, pour requêter autre chose. D'accord. Et voilà, à mes heures perdues, je suis auto-entrepreneur du dimanche, on va dire. Et mon objectif principal dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de participer à valoriser l'Afrique dans sa culture, dans sa représentation numérique, en fait. C'est pour ça que Taïmouner est né, qui a pour objectif de mettre en avant l'activité culturelle de la diaspora africaine en France et partout en Europe. Et l'objectif, ce serait que Taïmouner représente un Facebook de la diaspora un peu partout dans le monde et qui permettrait de retrouver rapidement les communautés africaines où ils sont et à travers leurs activités. Mais à côté de ça aussi, j'ai cofondé Devenir Papillon, qui a pour objectif de mettre en avant l'ensemble des hommes et femmes noirs qui ont marqué l'histoire par leur vécu, par leur création, et afin que la jeunesse africaine puisse s'identifier facilement à ces gens-là pour pouvoir s'exprimer aussi. Et voilà, je pense que je vais m'en arrêter là pour présentation. Et au cours du débat, on pourra entrer plus en profondeur sur les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ngor. Alors, du coup, ça va être au tour de mon cher ami Mohamed Bel. Tu as ton micro encore désactivé. Ça va, vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Mohamed Bel. Je suis comme Ngor aussi, ingénieur informaticien. On a partagé la même école avec là. Après, on a travaillé aussi ensemble à Paris chez Infinsoft, qui est l'éditeur logiciel dans le secteur de l'asset management, la finance. Donc, moi, je suis développeur aussi, comme Ngor, sauf que j'interviens en général sur la partie back-end. En fait, c'est toute la partie métier qui n'est pas visible par l'utilisateur. Donc, j'ai eu à faire plusieurs missions chez différents clients de grands comptes, notamment au ministère de la Finance. J'ai travaillé sur la plateforme Chorus, qui est le plus grand ici en Europe. Et j'ai eu aussi à travailler pour plusieurs banques, notamment la BNP, Before Bank. Aujourd'hui, je m'intéresse plus sur la partie Big Data, sur toutes les méthodes en fait d'analyse et de fouille des données massives. Et donc, durant les débats, je pense que je vous en dirai un peu plus. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Et enfin, Ousseynou Gueye, mon très jeune frère aussi, qui est assez actif dans le secteur du numérique, notamment par rapport à l'éducation au numérique. Au plaisir de t'avoir, Ousseynou. Tout le plaisir est pour moi, grande sœur. Alors, merci, hein. Merci déjà pour cette invitation. Ça me fait super plaisir de partager ces moments avec toi, avec les autres panélistes et participants qui nous ont rejoints. Moi, c'est Ousseynou, j'ai 27 ans. J'ai fait mon cursus entre Saint-Louis, où j'ai fait le Prytanée militaire de Saint-Louis, et l'UGB, l'Université Gaston Berger, où on s'est connus. Et la France, où j'ai obtenu un master en sciences politiques. À la suite de ce master, j'ai été coach Google et ensuite chef de projet sur le programme Google Atelier numérique, une initiative de Google France sur laquelle j'ai travaillé pendant 3 années à peu près
Donc, comme je disais, comme coach, ensuite comme chef de projet. Google ATU numérique, c'est une initiative que Aïcha, tu connais très bien et qui vise justement à accompagner les entrepreneurs et les jeunes, que ce soit des étudiants, des décrocheurs qui se trouvent en France, à s'approprier des compétences numériques. Parce que certainement, ce sont des choses qu'on verra dans les minutes qui viennent, que c'est vraiment une niche, une grande niche d'emploi aujourd'hui, le digital, qui fait appel à beaucoup de formations, à beaucoup de reconversions également, et une belle opportunité pour l'entrepreneuriat. Donc, depuis 2016, parallèlement, je suis ambassadeur à l'UNESCO sur les questions d'éducation et justement d'éducation sur le numérique. Et dans ce sens, je contribue à mener le plaidoyer de l'UNESCO sur un certain nombre de pays où nous avons été pour accompagner les politiques publiques et les jeunes, notamment sur les questions d'éducation numérique. Donc, c'est le cas en Arabie Saoudite, c'est le cas au Cap-Vert, c'est le cas au Burkina Faso et en Russie et dans plein de pays où on a été pour voter ce plaidoyer-là. Depuis janvier, je suis de retour dans mon pays, à Dakar. Je suis à Dakar depuis janvier. Et je travaille comme responsable de la communication et de la communauté d'Afrique du Nord, l'initiative de l'Agence française de développement. Et dans l'autre vie que je mène, je suis fondateur de Polaris Association, une initiative qui vise à accompagner les jeunes au niveau du Sahel à saisir les opportunités du numérique. Donc voilà, je vais m'en arrêter là pour le moment et au plaisir d'interagir avec vous tous. Super, très bien, merci. Merci beaucoup parce que je me rends compte que chacun a son parcours qui est très, très spécifique et qui est vraiment lié à un secteur assez bien ciblé. Ngor, tu es dans le développement web. Aïssata, tu es aussi dans le développement web, mais de l'autre côté, après avoir justement fait de la reconversion. Ousseynou également, tu es de l'autre côté un peu dans l'accompagnement justement au numérique. Ce serait intéressant, je pense, pour les participants de comprendre quel a été le cheminement pour en arriver aujourd'hui à ce niveau où vous êtes. Voilà, c'était quoi l'élément déclencheur et pourquoi avoir fait ce choix de parcours? Là, je ne vais pas donner la parole. On va vraiment s'exprimer de façon assez spontanée. Qui veut prendre la parole? Aïssata, Mohamed, Ousseynou, Ngor, allez-y. Vas-y, Ngor. Ok, je vais commencer. Je vais commencer alors. Moi, mon parcours, il est assez particulier. Je suis tombé en informatique par accident, on va dire, dans le développement, on va dire, parce que à la base, j'avais fait des études en mathématiques et j'ai eu j'ai fait un bac S1 après l'université de Dakar, maths informatique, et je voulais faire de la cryptographie. D'accord. C'était ça mon objectif en fait. En réalité, et c'était la première année de la formation en crypto à l'université de Dakar. Et j'avais postulé comme tout le monde. Et j'avais postulé aussi en informatique parce que je ne voulais pas continuer à faire que des mathématiques en fait. Parce que ce que j'avais remarqué au Sénégal, les mathématiques, quand tu en fais trop, tu finis toujours par devenir enseignant ou bien professeur de mathématiques. Okay. Ce que je ne voulais pas du tout faire. Et du coup, je voulais faire de la cryptographie parce que voilà, c'était quelque chose de très intriguant et à mon avis qui m'a beaucoup intéressé. Et du coup, j'avais postulé en crypto et j'ai postulé aussi en informatique. Il se trouve que vu que ce master-là, il s'était en mise en place, ils ont trop tardé à sortir les listes. D'accord. J'étais admis sur la liste en informatique. Et vu que j'étais admis dans la liste, je me suis dit, attends, je vais commencer l'informatique pour découvrir. Pour vous dire, je ne savais même pas comment allumer mon ordinateur. Hein. Je n'ai jamais eu d'ordinateur. Sincèrement. Et j'étais là. Et ben, j'ai fait des cours d'informatique au département Maths Info de Dakar pendant 3 mois. Et à la 4e mois, les listes de crypto sont sorties. D'accord. Et du coup, vu que c'était le même département, c'est le même chef de département qui gérait, et il avait demandé à ceux qui étaient en crypto et qui ont commencé les cours d'informatique de ne pas venir, quoi.
D'accord. Et du coup, ça a fait un couac. Ouais, je ne voulais pas entendre cela. Et j'ai eu un professeur, Jamal Sek, et qui m'avait pris et qui m'avait beaucoup conseillé, m'avait fait voir l'opportunité que l'informatique représentait vraiment, en fait. Il m'avait fait voir qu'en faisant une formation en informatique, je pouvais, dans un avenir futur, être cryptographe si je voulais. Mais si j'étais allé qu'en cryptographie, j'étais déjà fermé, cloîtré dans ce truc-là, en fait. Et la possibilité qui s'ouvrait en faisant cette formation-là, et m'était apparu comme ça, par ses conseils, par sa patience aussi, parce que je ne voulais pas du tout entendre tout ça. Et aujourd'hui, bon, cela s'est transformé en passion, en fait, pour moi. D'accord. C'était par accident, mais ça m'a beaucoup passionné par la suite, et que j'étais vraiment curieux de découvrir encore et encore, ce qui m'a poussé à faire des masters. J'en ai fait quelques-uns quand même. J'ai fait 3 masters en informatique. J'ai fait un master en recherche opérationnelle qui était plus d'algorithmique. J'ai fait un master en business intelligence, qui est tout ce qui est analyse de données et ainsi de suite. J'ai fait un master en architecte logiciel. D'accord. Et développeur. Ce qui fait que ça m'a permis d'avoir une vue pratiquement 360 degrés de l'informatique, en fait. D'accord. Et c'est cela qui me pousse toujours à continuer à avancer dans ce domaine-là, que je trouve vraiment passionnant et très, 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 très intéressant. Vraiment. Donc, je pense qu'on doit dire vraiment merci à ce cher professeur Jamil Sek, c'est ça? Jamal Sek, oui, je ne l'oublierai jamais. Ok, bon, bah, très bien. Et du coup, c'est là que finalement, tu es arrivé au développement web. C'est de là où j'ai arrivé à faire du Java. J'étais plus spécialisé en Java. Et je faisais plus du Java, mais vu que j'aimais découvrir ce qui se faisait ailleurs, j'ai fait une application en Objective-C, une application web, une application mobile qui était destinée à être installée dans les iPhones. Parce qu'avant, chez Apple, ils avaient un langage de développement qui était propre à eux, un écosystème fermé. Et j'avais envie vraiment de voir comment ça marchait dans ce truc-là. Et j'avais développé une application lors de mon projet de fin d'études en tant qu'architecte logiciel, une application qui avait pour objectif de permettre aux aveugles et malvoyants d'être autonomes dans le métro parisien, en fait. Et ce projet-là, ça s'appelait Accessi Plus. C'était une application mobile qui était développée en Objective-C et qui permettait à l'aveugle de pouvoir savoir dans quelle station il se trouvait, quelles étaient les correspondances qu'il y avait et quelle ligne passait par là. Et après cela, j'ai travaillé en informatique en Java JDE. J'ai même été dans une mission avec mon ami Mohamed Lemli. Mohamed Bell, on était dans une mission ensemble pendant un an et demi, je pense. Et pendant ce temps-là, je faisais que du Java. Et en même temps, il y avait Angular qui sortait, qui était une technologie web, Angular JS, qui faisait vraiment et tout le monde parlait que de ça. J'avais envie de découvrir ce qu'il y avait dans Angular. Et c'est de là où j'ai commencé Taïmouner. Parce que avec Taïmouner, la petite anecdote, c'est que j'habitais à Paris à un moment donné et on sortait souvent avec les amis. Et un jour, il y avait Nix qui était venu à côté de chez moi, qui avait fait un concert et que je n'étais pas au courant. D'accord. Je n'étais pas au courant parce que je n'étais pas parti dans un restaurant africain sénégalais pour voir le Flyers. Et je me suis dit, mais pourquoi pas mettre en place quelque chose qui permettrait de centraliser tous ces événements et qu'on ne va jamais louper quoi que ce soit, quoi, parce qu'il y aura une plateforme qui sera référent de tous les événements culturels. Et c'est de là est née l'idée de Taïmouner. Et pour allier l'envie d'apprendre une nouvelle technologie qui était une technologie web Angular, en ce moment-là, Angular JS, et je me suis dit, je vais découvrir Angular et en même temps mettre en place cette plateforme-là qui a fait que je n'étais pas au concert de Nix, quoi. Et du coup, c'est là où est né Taïmouner et j'ai passé 2 semaines en vacances à la maison chez moi dans mon 14 mètres carrés fermé et j'ai fait cocoder, quoi.
Et j'ai appris Angular comme ça, j'ai mis en place la première version de Tailwinder et ainsi de suite, quoi. Et cela a été vraiment utile pour moi parce que ça m'a permis, dans mon travail avant, j'étais que back-end comme Mohamed, et ça m'a permis d'avoir une double casquette, de pouvoir travailler dans le front aussi. Et là, j'étais transversal dans le projet parce qu'il y avait un projet sur lequel on travaillait ensemble et ça m'a permis vraiment d'être transversal dans le projet, en fait. Au lieu d'être juste localisé sur un truc, avec cette expérience-là, je suis devenu complètement transversal dans le projet, en fait. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Très bien, très bien. Je vois depuis tout à l'heure Aïssata qui sourit à tout ce que tu dis. Je pense que vous comprenez, vous parlez le même langage. Ouais, Ngor parle de Java, d'Angular. Moi, j'avoue que ça ne me dit rien du tout. Mais du coup, peut-être que tu peux rebondir sur des choses, Aïssata. Oui, effectivement. Bah, moi aussi, à la base, je n'étais pas prédestinée à ça. Donc, moi, j'ai fait un bac compta. Ensuite, j'ai fait un BTS technique commerciale option produit de la mode. Donc, j'étais destinée à être commerciale dans le domaine de la mode. D'accord. Mais par la suite, j'ai repris la compta et j'ai fait des missions de freelance pour des cabinets comptables et des entreprises parce que j'avais besoin d'un peu de liberté. Je me suis rendu compte que le salariat, ce n'était pas trop mon truc. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et du coup, parallèlement à ça, avec une amie qui est également sénégalaise, on a lancé une plateforme qui s'appelait Beworking, qui mettait en relation des personnes qui voulaient entreprendre pour qu'elles puissent faire un truc de service. Donc, échanger les compétences pour que chacun puisse avancer sur son projet. Voilà. Donc, c'est la première expérience professionnelle entrepreneuriale, on va dire. Ensuite, le projet n'a pas abouti pour des raisons personnelles. Après, j'ai décidé de lancer une marque de maroquinerie. Donc, je récupérais du cuir des maisons de haute maroquinerie française mélangé avec de la peau marine, donc la peau de poisson. Donc, j'ai lancé un premier modèle. Il y avait des personnes intéressées, mais finalement aussi, c'est un projet que j'ai mis de côté. Et en fait, je me disais qu'il manquait quelque chose. Et je me suis rendu compte que j'étais attirée par le numérique, toutes les applications, le téléphone, tout le temps. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je laisse tout ça et je teste un peu le numérique et je vois ce que ça donne. Et c'est là où j'ai fait la formation. Et du coup, bah, mon esprit entrepreneurial est revenu parce que je codais à la maison un peu, etc. Il y avait mon mari qui a appris avec moi. Je faisais des missions freelance. Mais ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit qu'à mon tour, j'allais lancer ma startup, la plateforme, mettre en relation les personnes qui sont en reconversion comme moi et les entreprises pour qu'ils puissent trouver un métier dedans. Très bien. Voilà. Donc le codage informatique, c'est quelque chose que tu as dû apprendre à l'école dans ta reconversion? Déjà à la maison. D'accord. Sur des sites comme Open Classroom ou Code Academy et Udemy. J'ai appris tout seul. Ensuite, j'ai fait une formation parce que j'aime avoir les bases et ne pas arriver dans l'inconnu. Donc, voilà. Donc, il y a plein de plateformes pour apprendre seul. Donc, il ne faut pas hésiter. Comme il a dit Ngor, dans sa chambre, tout seul, fermé. Je pense que il faut tester, avoir une certaine appétence pour pouvoir aller dans ce domaine-là et surtout travailler, s'informer, aller chercher les informations sur les sites, sur Internet, il y a tout. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris. Ensuite, je me suis formée et par la suite, j'ai lancé Eloada. Voilà. Très bien, très bien. Alors, Mohamed, je vais descendre. Ça marche. Moi, me concernant, j'ai à peu près le même parcours accidentel que Ngor. À la base, moi, j'étais destiné à être un physicien parce que j'ai fait 2 ans en physique-chimie. D'accord. Et après, par la suite, un jour, j'arrive des vacances de la Mauritanie et je vois une affiche à la session informatique. Comme quoi, il organise un concours. J'ai participé, j'ai été pris, mais j'ai hésité parce que j'étais né à faire la physique. Mais finalement, aussi, il y a un ancien à moi qui m'a conseillé de faire l'informatique. C'est un ingénieur en informatique aujourd'hui en Mauritanie qui s'appelle Mustapha et qui m'a conseillé de faire de l'informatique. Et c'est là où j'ai commencé la programmation au département maths informatique et j'y ai continué jusqu'à avoir mon master. Et après, je suis venu en France où j'ai effectué un autre master en réseau et télécom entre Paris Tech et Pierre et Marie Curie. D'accord. Donc, à la suite de cette formation, voilà, c'était une formation destinée à un réseau et télécom. Et j'étais censé normalement suivre faire une thèse en réseau et télécom. Mais je me suis dit vite aperçu que les doctorats n'étaient pas bien payés.
Et qu'il touchait le SMIC et que les ingénieurs touchaient le double. Ok. Du coup, je me suis dit, j'ai demandé qu'est-ce qui marche ici. On m'a dit la programmation marche très bien. J'ai forcé, je me suis dit, je vais faire un stage en programmation. D'accord. Et comme que c'était très compliqué, vu que j'ai fait un parcours purement réseau télécom, D'accord. j'ai envoyé des mails, j'ai passé dans un entretien, ça passait pas. Et finalement, j'ai trouvé mon stage dans un forum. Dans un forum que j'ai trouvé mon stage. Et c'était chez Bull à l'époque, qui est devenu aujourd'hui une filiale d'Atos. Et à l'époque, ils géraient en fait les systèmes de facturation de Sonatel. Ils avaient un projet qui s'appelle ID et ils géraient le système de facturation de Sonatel. Et c'est là où ça a été le déclic. J'ai commencé la programmation et par la suite, en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, ça s'est fait tout seul. En fait, j'ai effectué plusieurs missions et chez des clients variés, notamment chez Coris et aussi aujourd'hui dans le secteur des marchés publics. Aujourd'hui, je travaille chez un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans le marché public, c'est-à-dire tous les appels d'offres normalement qui dépassent un certain montant doivent passer par une procédure, on doit faire un appel d'offres. Du coup, en fait, tous les cycles de vie du moment de la création de l'offre jusqu'à le choix du candidat, nous les gérons via la plateforme. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis indépendant, c'est-à-dire que je travaille à mon compte. Voilà. Et ça aussi, c'était un choix qui n'était pas facile à faire. D'accord. Parce qu'on est quand on dit entrepreneuriat, on dit tout ce qui est risque financier qui va avec, tout ce qui est moment où on se retrouve sans mission. Je pense qu'on nous, ça va du côté. On va revenir sur la question de l'entrepreneuriat. Tu as beaucoup de choses à nous dire. Je te propose de réserver pour cette partie-là. Mais du coup, ça nous permet de faire la transition. Et c'est très intéressant. Ça va être aussi intéressant avec Ousseynou parce que ça va nous permettre de savoir que le numérique, ce n'est pas que du développement web aussi. Donc, Ousseynou, tu es seul ici, tu es en minorité, mais je suis avec toi aussi quelque part. C'est ce que j'allais justement dire. Tu veux dire quelque chose? C'est ce que j'allais justement dire. Je me reconnais en grande partie sur ce que les intervenants précédents ont eu à dire. Et même s'il y a cette différence-là que tu viens de soulever, Aïcha. Alors, là où je me reconnais totalement sur le discours, c'est que moi aussi, je suis tombé dedans par accident. Et que j'aurais dû aller dans un autre domaine. J'ai fait des études en droit et sciences politiques. J'ai eu une licence tronc commun droit et sciences politiques. Et j'ai eu un master en sciences politiques, donc notamment métier du politique. D'accord. Donc, pour expliquer, en gros, c'est vraiment l'aspect technique de la politique. Pas de la politique, faire campagne, parler et tout, mais plutôt éléments de langage, rédaction de discours, assistant parlementaire. C'est plutôt ça. Quand on parle de métier du politique, c'est plutôt ces métiers assez techniques-là. D'accord. À éplucher des rapports, à faire des choses. Voilà, c'est vraiment du policier. Ce qu'on appelle policier dans notre jargon à nous. Sauf qu'il se trouve que quand j'ai eu mon master à Paris, mon université avait un partenariat avec Google et où Google recrutait dans notre université des étudiants. Donc, j'avais à l'époque la chance d'avoir été l'étudiant choisi pour rejoindre cette grande maison qui est Google. Et pour vous expliquer à quel point j'étais très loin de tout ça, j'ai failli refuser. Parce que moi, je voulais revenir au Sénégal. Je ne suis pas fait pour vivre à Paris, je pense, donc je reviens. Et des amis m'appellent, ils me disent, mec, t'es fou, tout le monde tout le monde aimerait bosser chez Google, chez Facebook et autres. Et toi, tu dis que tu ne veux pas. Parce que pour moi, Google, au-delà du moteur de recherche où je me rends tous les jours, je n'avais pas forcément conscience que derrière Google, c'est toute une agilité, plein d'innovations. C'est peut-être une des plus grandes, je pense, c'est la plus grande entreprise du numérique, plus cotée en bourse et tout. Moi, j'ignorais tout cet environnement-là derrière. Moi, je connaissais que le moteur de recherche Google. Et donc, on me dit, oh non, fais pas le fou, il faut accepter. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Donc, sans forcément avec des compétences numériques. Par contre, c'est une fois là-bas que j'ai dû vraiment
genre, parce que dans notre parcours là-bas, il y avait toute une partie de montée en compétences qui est extrêmement riche, extrêmement efficace. Je pense qu'il vaut plus qu'un master ou même plus que 2 masters. Ils ont vraiment des méthodes de upskilling, de montée en compétences des collaborateurs sur ces sujets-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Et une fois là-bas, l'idée, c'était pour moi de faire de la gestion de projet où j'étais bien. C'était plutôt quelque chose de technique, management, gestion de projet, suivi, monitoring and evaluation. D'une part, et d'autre part, de faire des policies, de faire des politiques publiques. Je ne sais pas si vous savez ou pas, mais voilà, moi aussi, je le suis quand j'ai traversé la porte. Quand vous entrez dans les locaux de Google France, par exemple, vous ne voyez pas que des ingénieurs ou des informaticiens. Vous avez vous avez beaucoup de personnes qui ne savent même pas coder une ligne, qui sont des chefs de projet, qui sont des managers, qui s'occupent des programmes de Google, qui s'occupent de vendre les produits de Google, que ce soit Google Analytics, Google AdWords, Google My Business, etc. Il y a quand même toute une partie gestion de projet marketing. Et il y a aussi, ça, on le découvre quand on est là-bas, il y a aussi toute une partie politique publique. Il y a toute une partie de gens qui sont dans les PR, Public Relations, qui s'occupent qui vont éplucher des rapports, comprendre comment les pays évoluent en termes de législation sur le numérique, prendre des contacts avec des parlementaires, faire un peu ce qu'on appelle dans notre jargon du lobby, voilà, concrètement. Donc ça, c'était les PR, les Public Relations. Donc moi, je me suis retrouvé à faire ça. Je me suis retrouvé à être bien subitement en communication numérique parce que j'ai été énormément formé sur ça, à être bien également sur les questions de politique publique sur le numérique parce que je dû éplucher des dizaines et des dizaines de rapports. Donc finalement, j'ai pu concilier ma filière d'origine, la science politique, avec le numérique par cette transition-là que j'ai pu faire chez Google. Et donc, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai dit, j'en ai assez. Moi, je veux retourner dans mon pays. Là, vous ne pouvez plus me retenir. Et c'est dans ce sens que j'ai pu créer Polaris Association. J'ai pu d'abord revenir pour être responsable de la communication et de la communauté d'un programme de l'Agence française de développement, donc une initiative concrètement de politique publique un peu qui accompagne l'entrepreneuriat en Afrique. Et que j'ai pu mettre à côté Polaris Asso. Parce que l'idée majeure de Polaris Asso est que j'ai pu lire dans plein de rapports, que ce soit de l'UNICEF, que ce soit de grandes ONG ou de grandes firmes internationales sur le numérique, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont super connectés. On disait qu'avant, on se connectait, les jeunes se connectaient, ils se lèvent et tu pars te connecter. Aujourd'hui, les jeunes ne se connectent plus, ils vivent connectés. H24, ils sont connectés. On regarde à peu près 200 fois par jour son smartphone de téléphone. On est vraiment très connectés. Sauf que cette connexion a ses avantages et ses inconvénients. Le problème, c'est qu'ici au Sénégal et dans la majeure partie des pays africains, il n'y a pas d'éducation sur le numérique. On n'apprend pas aux jeunes comment utiliser les outils numériques, comment utiliser ses potentialités et éviter ces dangers, éviter les dangers que ce soit en termes de désinformation, de fake news, de harcèlement, de protection des données personnelles, safety, tout ce qu'on appelle safety, online safety. Et comment ces jeunes aujourd'hui saisissent les opportunités du numérique que souvent ils ne connaissent pas, que le numérique c'est un outil formidable pour apprendre, pour se former, pour s'informer, pour entreprendre, pour faire plein de choses. Et donc Polaris Asso aujourd'hui est véritablement là au Sénégal pour accompagner les jeunes à non seulement avoir un usage avisé du numérique, mais également à pouvoir faire face à ces dangers. Donc voilà, je pense que finalement, je parviens à trouver cette cohérence-là dans mon parcours, que ce soit des études en sciences politiques ou en droit. Aujourd'hui, on est en train de monter un programme de consultation ici dans le Sahel, dans 8 pays du Sahel, pour justement voir qu'est-ce qui a été fait sur le plan du droit pour la protection des mineurs sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est une belle problématique. Comment on les assiste? Qu'est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il y a un plan d'action? Et ça, on est en train de travailler dessus avec l'UNICEF aujourd'hui. Donc finalement, je me retrouve dans le numérique, mais pas derrière un écran à faire des codes, mais je me retrouve dans le numérique
à appliquer ce que je peux apprendre, que ce soit en droit, que ce soit en sciences politiques ou que ce soit en communication, et véritablement au service des jeunes. Parce que l'idée, c'est finalement de leur faire comprendre qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se jouent avec le numérique. Quand on parle d'immigration clandestine, quand on parle de chômage, quand on parle d'employabilité, quand on parle même parfois d'instabilité démocratique, d'instabilité politique, il y a plein de choses aujourd'hui, je ne sais pas si vous le mesurez ou pas, mais voilà, le numérique disrupte quand même et a un fort impact sur l'ensemble de ces sujets-là. 70% des métiers de demain ne sont pas encore connus, des métiers de 2030 ne sont pas encore connus. Et essentiellement, ce sera des métiers qui sont liés au numérique, que ce soit la robotique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le machine learning. Aujourd'hui, comment on prépare tous ces jeunes-là, en plus des 70% de métiers qui vont apparaître qui vont être liés à ça, des métiers actuels existants vont être disruptés, vont être impactés par le numérique. On n'exerce pas de la même manière le métier de caissier en 2000 qu'en 2030. On n'exercera pas de la même manière le métier de communicant en 2000 qu'en 2030. Donc, voilà, avec un fort impact du numérique qui va venir. Donc, aujourd'hui, comment on prépare concrètement tous ces jeunes-là qui risquent d'être une bombe, hein, il faut le dire, voilà, qui risquent d'être une bombe si on ne les prépare pas à ces outils-là et à ces métiers-là. Donc, les enjeux sont énormes. J'ai l'impression qu'on n'en a pas suffisamment conscience au Sahel et voilà, au Sénégal et dans plein de pays africains. D'où l'intérêt, encore une fois, de ce que tu es en train de faire, Aïcha, que ce soit de Dunia Éthique ou des webinaires que tu es en train d'organiser actuellement. Donc voilà, peut-être que j'ai trop parlé, je parle pas. Non, c'était très intéressant. Je ne sais pas si je peux juste ajouter deux choses. Je t'en prie, avec plaisir. En fait, je pense que c'est que là, c'est nous l'illustration vraiment de l'utilité du numérique, en fait. C'est tout ce que tu viens de dire là, c'est comment le numérique impacte dans la vie des gens, en fait. Exactement. Et comment faire pour que cet impact-là soit vraiment positif. Comment, c'est ce que tu es en train de faire comme travail, en fait. Donc, pour revenir, pour dire tout simplement que dans le monde du numérique, c'est pas que coder, en fait. C'est pas que coder, c'est pas que setuper des réseaux ou autres. Il y a beaucoup de métiers qui sont dans le numérique et dont les gens qui le font, ils n'ont aucune notion de comment on écrit un système, un Hello World, quoi, par exemple. En fait. Donc, ce qui fait que je pense l'enjeu du numérique aujourd'hui, c'est d'essayer de voir quelles sont les opportunités de travail que le numérique offre aujourd'hui, indépendamment du fait de faire du code, en fait. Parce que le codage, je pense, c'est le point de départ en réalité. Le codage, c'est juste le point de départ. Voilà. Oui, encore pour rebondir à ton idée, je dirais même aujourd'hui, ceux qui se font de l'argent dans le numérique ne sont pas forcément les codeurs. On est d'accord. Aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui Microsoft ou Apple, Steve Jobs ou Bill Gates, Bill Gates n'est pas ingénieur, mais ils emploient les ingénieurs. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir une formation en informatique pour profiter du numérique. Vous avez une idée, maintenant, vous allez vous trouver les moyens pour la concrétiser. C'est aussi simple que ça. Voilà. Non, mais c'est dommage qu'on n'ait pas Laetitia aujourd'hui parce que ça aurait pu permettre justement d'avoir cette balance très équilibrée entre les deux mondes, le fait qu'il y ait d'un côté des personnes effectivement qui travaillent à coder et aussi à renforcer la sécurité quelque part, hein, quoi qu'on dise. Et de l'autre côté, des personnes qui sont plutôt dans le social lié au numérique. Voilà, accompagner les gens comme Ousseynou, les jeunes, pour leur dire, écoutez, c'est très bien le numérique, mais attention, il y a des dérives, il y a des dangers, il y a nanana, et voilà comment est-ce qu'il faut faire effectivement pour éviter tout ça. Je ne sais pas si Aïssatou, je pense que tu voulais rebondir sur quelque chose, Aïssata. Non. D'accord, ok. En fait, de toute façon, là, ce qu'on voit très clairement à travers vos parcours, c'est que le point commun, à part le numérique, c'est également cette appétence que vous avez chacun pour l'entrepreneuriat.
que ce soit toi, Aïssata, ou Seynou, Ngour, ou encore Mohamed. L'idée aussi, c'est de voir, que vous nous expliquiez comment est-ce qu'il faut, il faut appréhender l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique par rapport à vos expériences respectives, bien entendu. Moi, de mon côté, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai vu qu'en fait, qu'il y avait une opportunité à saisir. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je commence par exemple par nous, par exemple, aujourd'hui, en tant que développeur, souvent on est sollicité par les entreprises qu'on appelle les SSDI en France ou les SN. Les entreprises-là, ils nous envoient chez des clients pour répondre à un besoin bien spécifique. D'accord. Et donc, moi, je me suis dit, au lieu que les entreprises m'envoient directement chez les clients pour faire un chiffre d'affaires sur mon dos, pourquoi ne pas y aller moi-même? En fait, Mohamed, quand tu parles, je vois un futur Bill Gates. Hein. Partout où il y a les sous, tu es là, toi. Ouais, voilà, exactement. Je me suis dit, pourquoi ne pas y aller moi-même? Et gagner, c'est que l'entreprise, elle a gagné sur mon dos. Voilà. Et après, pour l'entrepreneuriat, moi, je pense que, je ne parle pas spécifiquement dans le secteur d'informatique, mais dans d'autres secteurs, peu importe les secteurs, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on doit d'abord se poser la question principale qui est est-ce que je réponds à un besoin? On ne se lance pas pour se lancer. Et souvent, le projet échoue parce qu'on ne répond pas à un besoin donné. On s'est dit, ouais, moi, j'avais envie de mettre en place une idée qui est géniale. Mais cette idée, est-ce qu'elle répond à un besoin actuel? Peut-être qu'elle reprendra un besoin dans 100 ans. Mais aujourd'hui, pour réussir son idée, il faut qu'on répond à un besoin bien précis. Il faut bien cibler sa population. Donc, l'étape d'élaboration du projet, je pense que c'est une étape primordiale et l'analyse du marché avant de se lancer. Nous, chez nous, en informatique aussi, en France, c'est quelque chose qui est naturel pour nous parce qu'il y a un besoin qui est là, qui est visible. Mais dans d'autres secteurs, peut-être ce n'est pas forcément le cas. Du coup, il faudra bien analyser son projet avant de se lancer. Bien, donc, en fait, ouais. Sur ce qu'il vient de dire, nous, la plateforme qu'on a lancée en 2015, c'était un peu trop tôt. On s'est rendu compte que les gens n'étaient pas à l'aise avec le fait de travailler à distance en ligne et d'échanger, faire du truc de service. Donc, effectivement, il a raison. Des fois, il y a des projets qui arrivent un peu trop tôt, donc il faut faire attention. Et c'est pareil aussi pour la maroquinerie. Utiliser de la peau de poisson, c'était pas commun, quoi. Voilà. Donc, effectivement, mes 2 projets sont arrivés un peu trop tôt. Donc, c'est pour ça que ça a échoué. Et donc, c'est important d'étudier le marché, le besoin du public et faire une étude de marché, très important. Et ensuite, de tester le produit. Avant de lancer la plateforme, je dirais de tester manuellement l'offre. Quand, par exemple, moi, j'ai fait du recrutement avec les personnes qui étaient en reconversion et les entreprises, manuellement, on envoyait des CV, etc. J'ai vu que ça marchait, ça prenait bien et que les entreprises recherchaient beaucoup de personnes issues de la diversité et surtout qu'on fait une reconversion pro parce qu'en général, on a un background, on a déjà un bagage professionnel et on a une nouvelle casquette technique. Donc, voilà. Donc, effectivement, l'idée, ça fonctionne bien. Les entreprises recherchent. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est temps de lancer la plateforme. Voilà. Et si on n'a pas les moyens financiers, il y a plein de concours qui existent. Donc, pour l'Afrique, je ne sais pas, mais je pense que oui, je vois qu'il y a beaucoup d'incubateurs qui ouvrent et des appels à projets. Donc, s'il n'y a pas de fonds, il ne faut pas stresser, il ne faut pas paniquer. Aller chercher des subventions, des financements. Et puis voilà, quoi. S'il est déplaît, vous allez avoir des personnes qui seront prêtes à investir. C'est notre cas. Mais du coup, j'imagine qu'il y a quand même, c'est génial l'entrepreneuriat, mais c'est pas aussi quand même évident et facile parce qu'on ne vit pas des premières années de l'entrepreneuriat, quoi qu'on dise. Vous tous, vous avez vécu ça, je pense. Comment est-ce que vous avez pu jongler et parvenir à faire quand même, à faire aboutir vos projets au final? La question est... Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, entreprendre, c'est très difficile. C'est pas quelque chose de facile et ça demande beaucoup de patience, premièrement, et de flexibilité. C'est important.
Quand on entreprend et qu'on n'est pas flexible, on va directement à la poubelle, en fait. Parce que ce qui se passe, non, mais c'est sûr, c'est que, non, mais directement, on va au mur, c'est mieux, c'est plus joli. Dans le mur. On va directement au mur. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a une idée, notre idée à nous. Quelque chose qui est génial pour moi n'est pas forcément génial pour Aïcha, en fait. Quelque chose qui est extraordinaire pour moi, peut-être pour ne pas parler à Ousseynou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est toujours de dire que j'ai envie de régler un problème que j'ai identifié, mon problème à moi, ou bien le problème de quelqu'un de mon entourage que j'ai envie de régler le problème, en fait. Mais pour régler ce problème-là, il faudrait être premièrement patient, deuxièmement, aller vers les gens, en fait, les gens que c'est susceptible d'intéresser. Ton entourage direct, parfois, c'est double tranchant. Ça peut être très flatteur, ça peut être très négatif, te casser directement. Tu peux avoir la chance d'avoir le juste milieu. Donc, ce qui veut dire que l'idée, il ne faut pas juste te limiter à ton entourage. Tu vas parler à ton frère, toi, tu es son idole, il va toujours t'enchanter, il va dire que c'est génial, tout ce que tu fais, c'est top. Tu as un tonton qui est plutôt blagueur, que tu vas dire, oui, j'ai cette idée-là, il vous dit ça, c'est des idioties, arrête ça, va travailler, va chercher. Or que vraiment, c'est une idée géniale, mais vu que lui, ça ne l'intéresse pas, premièrement, il n'a jamais entrepris quoi que ce soit, il ne sait pas ce qui se passe, il va juste te renvoyer à balader, quoi. Donc, ce qui fait que là, le Covid, il a beaucoup cassé, en fait. Parce qu'avant, il y avait pas mal de rencontres physiques où tu pouvais aller, écouter les gens, présenter leurs projets et après, en marge de ça, discuter un peu de ton projet, dire que oui, j'ai l'idée de faire ça, machin, machin. Et tu vas voir des gens qui ne te connaissent pas, ils n'ont rien à faire. Ils vont juste te dire leur ressenti. Naturellement, quoi. Il y en a qui vont porter des gants, il y en a qui ne vont pas mettre de gants. Okay? Et du coup, ça te permet de te conforter sur l'idée ou bien d'ajuster l'idée de projet, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être vraiment flexible. Si tu n'es pas flexible et tu n'es pas patient, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que si tu n'es pas flexible, une autre personne va te dire un truc, au lieu de voir que peut-être que ça, c'est son point de vue, je n'ai jamais regardé la chose de cet angle-là. Et si je me mettais à voir comme lui, peut-être qu'avec l'objectif que j'ai de plus loin, ça pourra être une idée que je vais moduler d'une autre manière et que ça devient de l'or, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est super, super important. Et dans l'entrepreneuriat, moi, ce que je prône la plupart du temps, c'est du learning by doing. Il faut toujours commencer dès qu'on a l'idée. Commencer, ça ne veut pas dire que je réalise la chose. Ça veut dire que je commence à identifier les services existants. Je commence à identifier les potentiels intéressés. Je commence à aller dans des rencontres, dans des webinaires, dans des forums. Je commence à aller sur Internet voir d'autres personnes qui ont entrepris quelque chose. Et ça, c'est déjà commencé, en fait. Avant même de commencer à poser des briques, mettre le site, mettre le produit, créer le produit. Ça je pense, c'est presque l'étape milieu de projet. Dès le début, avoir l'idée, commencer dès le début, commencer le plus tôt possible en posant des questions de gauche à droite, ne pas juste se limiter au retour de ton entourage direct, aller au-delà et aussi voir ce qui se fait dans l'entrepreneuriat. Heureusement, avec Internet, maintenant, plus particulièrement YouTube, on peut tout apprendre, on peut copier tout, en fait, parce que les gens, ils font des choses, ils l'exposent, ils expliquent et ils te montrent même comment ils font via YouTube, en fait. Donc, ce qui veut dire que tu peux toujours commencer en t'inspirant de ce qui existe et de ne pas oublier ton identité, ta particularité et ton innovation. Sinon, ils vont rester sur ce qui existe déjà, en fait. Si tu commences par ce qui existe déjà, il faut garder son identité et ajouter sa touche d'innovation. Voilà.
Exactement. Ousseynou, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Euh, je pense, hein, aborder à peu près les mêmes sujets parce que je suis totalement d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Mhm. Euh, je vais juste peut-être reformuler ce qu'ils ont dit de manière plus claire pour que les spectateurs puissent nous comprendre. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que le numérique est véritablement un moteur de réussite entrepreneuriale. Mhm. C'est véritablement quelque chose qui permet de booster l'entrepreneuriat. J'ose le dire de manière assez provocateur, il n'a jamais été aussi facile d'entreprendre. Le Mhm. coût à l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi faible. Aujourd'hui, on peut démarrer n'importe quel projet sur n'importe quel sujet grâce Mhm. genre le coût c'est 5 euros du nom de domaine quoi, ou 10 euros du nom de domaine ou quelque chose comme ça. C'est ça en fait. Tout est possible aujourd'hui sur le numérique. Il suffit juste, par contre, du coup je dis qu'il n'a jamais été facile d'être entrepreneur, donc c'était plutôt provocateur. J'ajoute l'autre partie de la phrase, si on a la méthode. Et c'est ce sur quoi Gore est beaucoup revenu. C'est-à-dire, quand on parle aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de soft skills d'ailleurs. C'est-à-dire cette facilité à entreprendre et cette faiblesse des coûts de l'entrepreneuriat aujourd'hui doit être compensée par la capacité de la personne à avoir de réels soft skills. C'est ce qu'il appelle patience, c'est ce qu'il appelle flexibilité, ce sont des soft skills. C'est aujourd'hui comment on est agile, quand on parle d'agilité, quand on parle de design thinking, comment aujourd'hui on met ces méthodes-là au cœur de l'apprentissage des jeunes, des étudiants, des élèves, voilà, et des jeunes de manière globale, pour que vraiment ces jeunes puissent saisir les opportunités du numérique. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout est possible en fait. Et la chance du numérique, c'est quoi? La chance que le numérique nous offre, c'est quoi? On n'a pas besoin d'être bachelier. Moi, je connais très bien Simplon et je te confirme, ils sont au Sénégal. Ils sont au niveau de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie, et lancent chaque trimestre des cohortes de développeurs. Je les ai bien connus en France parce que j'ai été consultant pour Simplon France. Mais je me rappelle, quand je faisais justement une mission de consultance, c'est un marché que Simplon avait gagné pour former des cadres à l'agilité, au design thinking. Alors, moi qui étais diplômé de Master 2, sciences politiques, j'étais avec quelqu'un qui était un décrocheur, qui a eu le BFM. Que peut-être tu connais Aïssata, il s'appelle Nasser Din, qui est au niveau de Simplon Montreuil, voilà, qui est au niveau de Simplon Montreuil. Lui, il a le BFM, mais on co-animé des ateliers. C'est-à-dire, ça, c'est une grosse chance aujourd'hui que le numérique offre. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, à part pour certains métiers de data scientist ou autres, mais la plupart des métiers sont extrêmement accessibles. Il suffit juste d'avoir la volonté et d'avoir des soft skills. Une des soft skills importantes, c'est cette capacité d'apprendre à apprendre. Genre, aujourd'hui, c'est fini. On va apprendre à vivre. Le monde bouge tellement vite, nos métiers vont tellement évoluer qu'on va tout le temps être obligé. Après, ce n'est pas forcément une obligation. Quand je dis voilà, c'est comme si c'est un bâton, c'est comme si c'est une punition. Voilà. Mais en tout cas, il faut savoir être dans une posture d'apprenant tout au long de sa vie. Parce que les compétences vont énormément évoluer, les outils qu'on va pratiquer dans le métier vont énormément évoluer. Et j'aime le dire, le numérique, ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens, même les gens, que toutes les personnes qui entreprennent le comprennent. Le numérique est véritablement aujourd'hui un moteur de réussite entrepreneuriale, quelque chose qui permet de booster son projet, d'avancer très vite, d'être agile, de pouvoir très tôt avoir un MVP, avoir un prototype, tester, aller à la rencontre des gens, comme l'a dit si bien mon ami Go, et faire vraiment des choses intéressantes. Le numérique est tolérant, ça tolère beaucoup de choses que le monde physique ne tolère pas. Genre, dans le monde physique, on ne va jamais ouvrir une boutique en demandant aux gens d'entrer, mais de faire attention à la porte parce qu'elle n'est pas encore totalement prête, ou de faire attention au plafond parce qu'il reste encore des choses à ajouter. Personne ne va venir. Dans le numérique, c'est possible de lancer des versions bêta, c'est possible de faire venir des gens dans son site, d'avoir déjà des feedbacks. Beaucoup de choses se sont lancées comme ça, que ce soit Dropbox, que ce soit quand on montre Google ce que c'était en 1998, mais tu vois c'est du bordel. Même moi, je suis capable de faire plus que ça. Donc, comment aussi
dans une dynamique entrepreneuriale aujourd'hui en termes de voilà, comment peut-être chercher à transmettre ces modèles de design thinking, de modèles d'agilité, de test and learn, globalement, des choses qui font appel à des compétences humaines, ce qu'on appelle des soft skills, à la jeunesse. C'est ça qui est important. Très bien, très bien. Pour faire la transition, parce que du coup, on se rend bien compte qu'on n'a qu'une seule femme parmi nous, parmi les intervenants. Aïssata, pardon, est-ce que tu peux nous dire, en tant que femme, comment tu as vécu ta reconversion? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une pénurie de femmes dans le secteur du numérique et qu'aujourd'hui, il y a quand même, de la part des États, par exemple, une volonté justement de politisation du secteur du numérique parce qu'on est plus positionné dans l'utilisation que dans l'action. On est moins actrice que utilisatrice. Toi, qu'est-ce que ça a été difficile de pouvoir t'insérer dedans, en fait? Déjà, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait une formation qui s'appelle AQS chez Simplon toujours, et c'est une formation qui est dédiée aux femmes. Donc, c'était une promo que de femmes. Du coup, on était entre nous, et ça nous a permis d'être bienveillantes entre nous, etc. Parce qu'on sait que les hommes, ils sont beaucoup, comment dire, dans la compétition, etc. Okay. Et, du coup, les femmes, plus avec de la bienveillance, de l'entraide. Donc, du coup, ça a été une facilité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes ici. Il faut savoir que moi, j'étais enceinte quand j'ai fait la formation. D'accord. Voilà, j'étais enceinte, j'ai 2 enfants et j'ai entrepris aussi. Donc là, c'est un message d'encouragement aux femmes qu'il ne faut pas se dire que oui, j'ai une famille, c'est compliqué. Se dire que, en fait, avoir des pensées limitantes et se dire non, j'ai une famille, je ne peux pas, j'ai des enfants, j'ai un fait de numérique. Il faut comment dire, je sais pas, se motiver. Dans tous les cas, le monde est en perpétuel changement. On passe à, le numérique, il est partout. Dans tous les cas, il faut prendre le train en marche. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester à la maison comme ça et dire que non, je ne touche pas au numérique parce que ça ne me plaît pas ou du moins je ne connais pas. On peut au moins tester. Il y a plein de sites en ligne pour se former seul, tester petit à petit. Et comme il disait, je ne sais pas c'est qui disait ça, mais tous les métiers vont changer. Donc du coup, il y aura automatiquement une partie numérique qui va arriver après. Donc prenez le chemin, prenez le train maintenant et commencez à vous former seul. Et après la tech, effectivement, c'est un milieu plutôt masculin. Et du coup, moi, je n'ai pas fait encore de salariat, mais toutes les personnes qu'on accompagne et toutes les ambassadrices qu'on a, effectivement, les équipes, il y a quelques temps, elles étaient vraiment masculins. Il y a des femmes qui étaient seules dans leurs équipes, toujours dans la tech, dans de développement web, et elles disaient que c'était difficile. C'est difficile de se sentir seule, etc. Mais s'il n'y a pas quelques femmes qui font le changement, ça ne viendra pas. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et moi, l'objectif, c'est ça, c'est d'encourager d'autres femmes à se reconvertir. Et aussi, on a une partie qui est offre entreprise, c'est de changer la mentalité des entreprises aussi et des recruteurs et dire que c'est également ouvert aux femmes. On est tous pareils, on n'est pas différents, on a tous la même tête. C'est juste qu'on apprend différemment et que les compétences, on les utilise différemment. Et voilà. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Je pourrais peut-être aborder dans le même sens que ce que vient de dire Aïssata. Oui. En fait, moi, je suis plus actuellement, je travaille dans le domaine bancaire. Quand j'étais chez Crédit Agricole, maintenant, je suis à la EG, à la Société Générale. Oui. Et quand j'étais chez Crédit Agricole, mon responsable, c'était une femme. Yes. Et elle est responsable d'une des équipes les plus tendues du plateau parce qu'on on a un ensemble il y a 5 équipes. D'accord. Et nous, on était au milieu. Il y a un logiciel qui permet de gérer tout ce qui est produit, création de produits, gestion de trucs, et tous les services de booking, parce que je suis dans le marché financier, en fait, tout ce qui est booking, création de deal, ils passent par nous pour accéder à la plateforme. Donc, ce qui fait que cette application-là, elle était vraiment, vraiment centrale et très critique. Mais la responsable, c'était une dame et elle a 2 fils, elle a sa vie de famille. Mais donc, ce qui veut dire que je vais aborder dans le même sens que les entreprises favorisent cette possibilité aux femmes d'être dans l'IT, d'être responsabilisées
d'être responsable. Actuellement aussi, c'est Société Générale aussi. Mon responsable aussi, c'est une dame aussi. Là, mon responsable, c'est une femme. Il y avait, à mon arrivée, c'était un homme qui était responsable et il a décalé, il a pris une responsabilité. Son backup, qui est une dame, elle a pris le relais et ça marche super bien, tu vois. Génial, donc, ça fait plaisir. Et si les entreprises, ils sont conscients de cet apport-là que les femmes peuvent apporter dans leur écosystème. Et ce qui fait que il ne faut pas se mettre des freins soi-même, en fait. Il faut laisser les autres te dire que non, c'est pas possible, ou bien laisser les autres te dire que oui, tu peux pas, c'est limité, machin. Il faut jamais, jamais, au plus grand jamais, se barrer la route tout seul. Après, moi, je pense qu'on ne demandera pas non plus à tous les gens qui veulent se lancer ou profiter du numérique de faire des codes en Java ou en C, mais juste de savoir qu'il y a des opportunités que le numérique vous offre et qu'il faut en profiter. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui les grands groupes comme Amazon et Google raflent les marchés, parce que voilà, ils profitent des possibilités que le numérique leur offre et ils les exploitent à fond. Aujourd'hui, en France, on est confiné et maintenant tous les achats aujourd'hui passent par Amazon. C'est pas par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous vous connectez à Amazon, vous achetez un article, demain vous recevez de la publicité, d'autres utilisateurs aussi ont acheté, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'ils exploitent vraiment cette technologie à fond pour se faire une place dans le marché. Et voilà, on est dans un monde aujourd'hui, c'est les plus forts qui gagnent. Donc, sachez que quelle que soit votre activité, e-commerce ou autre, les numériques vous offrent des possibilités. Vous n'avez pas le temps de coder, d'apprendre. Renseignez-vous sur les possibilités qui vous offrent les numériques pour développer votre activité. Il y en a, quelle que soit l'activité, il y en a, et essayez d'aller vers les bonnes personnes pour se servir ou profiter de ces opportunités. Et aussi, en fait, parce que du coup, on voit que ce soit Aïssata, Ngor ou toi-même, Mohamed, vous avez quand même des profils scientifiques quelque part. Donc, est-ce qu'on peut se dire que c'est obligé de passer par les sciences pour devenir data scientist ou data analyst ou même développeur web ou par exemple, de pouvoir s'intéresser à la big data ou pas? Avec Ousseynou, on sait que non. Avec moi, par ailleurs, je sais que non. C'est pas obligé, mais par rapport à ces métiers-là, est-ce que c'est une obligation ou pas? Après, ça dépend des profils et ça dépend de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, pour être un chef de projet en informatique, comme a dit Ousseynou, vous n'êtes pas obligé de savoir écrire une ligne de code, mais c'est plutôt vers des managements et ainsi de suite. D'accord. Après, maintenant, pour être un data scientist, vous êtes obligé quand même avoir un cursus ou avoir des notions en statistique, un peu de mathématiques et aussi un peu de la programmation. Aujourd'hui, pour être un web designer, par exemple, vous n'êtes pas obligé peut-être de savoir de la programmation, mais savoir faire un petit design, agencer des éléments, ainsi de suite. Donc, l'informatique, il faut savoir aussi que c'est vaste. C'est vaste. C'est très, très, très vaste. Nous, vous voyez que la partie, je lance mon navigateur, je me connecte à Google. Oui. Derrière, c'est des milliers et des milliers de métiers. Partant de celui qui fait des interfaces que vous allez visualiser jusqu'à celui qui vous allez vous fournir le résultat que vous cherchez sur Google. Donc, c'est vraiment vaste. Ça part même jusqu'à l'infrastructure, la mise en place des réseaux, ça parle de big data, machine learning, donc c'est vraiment un domaine très vaste. Et du coup, ça dépend vraiment, pour répondre à ta question, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en fait. D'accord. Ok. Et par rapport à Ousseynou, notamment pour ce qui concerne aujourd'hui l'éducation au numérique dans laquelle tu es vraiment engagé à travers Polaris Asso, est-ce que c'est un secteur qui aujourd'hui recrute en fait? Et quels sont peut-être les métiers? Est-ce que c'est demandé même par rapport vis-à-vis des États? Est-ce que c'est vraiment un secteur porteur aujourd'hui? Je sais que tu es dedans, mais comment ça se présente en fait aujourd'hui et peut-être dans un futur proche? Alors, une chose est sûre, c'est que je pense que ça sera un gros pan dans
5 ans, 10 ans de l'éducation nationale et de l'apprentissage professionnel, ça c'est sûr. On voit déjà beaucoup de... Alors, tu parles d'éducation au numérique, moi je mettrais dans le même lot éducation et formation au numérique. On l'a vu depuis quelques années quand même, le nombre de formations sur le numérique a presque été multiplié par 3. Le Sénégal a eu la chance certainement d'avoir pendant 5 ans à peu près le ministre Marito Niane qui s'est occupé de ce département-là et qui a fait en sorte que le numérique, que l'innovation, que le machine learning, que certains domaines qui sont liés à la technologie soient une priorité dans notre université. Il a fait beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. C'est-à-dire aujourd'hui, pour vous rendre compte de la taille du défi qui nous attend, comment on fait pour que des milliers, des centaines de milliers de jeunes, voire des millions de jeunes puissent être formés sur ces questions-là, sur ces compétences-là. Et sur ça, certes, il y a l'État, mais justement, l'État ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on en arrive là. Il faut, les grands pays qui réussissent cette transformation digitale de leurs ressources humaines l'ont fait, d'une part, certes, parce qu'on a mis dans les curricula scolaires ça, l'apprentissage au numérique, mais d'autre part aussi parce qu'il y a des organisations de la société civile, comme des associations, comme Simplon, qui sont beaucoup plus agiles. C'est-à-dire aujourd'hui, pour mettre quelque chose dans un curricula à l'éducation nationale, mais je sais pas si vous... Moi, je le vis au quotidien, hein, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces secteurs sont difficiles à pénétrer et sont résistants au changement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu dis qu'il faut mettre de nouvelles choses dans les écoles, mais le parcours par lequel il faut passer et les gens qu'il faut convaincre, de la même chose. Quand aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les profs d'université ou pas, qui sont géniaux et tout, mais aujourd'hui, dire qu'à l'université, on change quelque chose, ça va prendre des années. Même le ministre qui a voulu le faire, qui est leur ministre, il a dû se battre avec eux. Donc, donc voilà, je pense qu'il faut il faut qu'on en arrive là. Pour moi, c'est un secteur qui est extrêmement porteur, qui aujourd'hui, il y a plein, avec Simplon qui est arrivé, avec le groupe Inco qui est arrivé, et c'est sûr, il y aura plein d'écoles et plein d'acteurs qui vont venir et qui vont vouloir accompagner nos sociétés, les humains, à comprendre le numérique, ses enjeux et à acquérir des compétences dessus pour vivre comme tout le monde. Mais il faut aujourd'hui qu'on comprenne que l'État ne peut pas tout faire. Ce n'est pas qu'une question de volonté et de moyens, c'est aussi quelque part une question de pouvoir. Est-ce qu'il le peut? L'État ne le peut pas. Nos États ont des pieds extrêmement lourds. C'est pourquoi il faut des organisations de la société civile, il faut des associations, il faut des acteurs privés qui viennent et qui appuient l'État dans cette démarche-là, qui sont capables de se déployer en un mois dans 14 régions du Sénégal, d'ouvrir des écoles, d'avoir des formations et de toucher des milliers de jeunes. L'État ne peut pas faire ça. Ça peut se faire qu'avec des associations. Donc, pour revenir à ta question, c'est un secteur qui est porteur, je le confirme. Je pense que dans les années qui viennent, on aura énormément besoin, voilà, pour vous montrer où est-ce que nous en serons certainement dans 2 ans, 3 ans. Actuellement, le principal défi de Simplon, c'est quoi? C'est trouver des formateurs. C'est-à-dire la bataille quotidienne de Simplon en France, je parle bien sûr de la France. C'est pourquoi quand tu vois Frédéric Bardot sur LinkedIn, c'est en fait un tiers de ses publications, c'est quoi? Je veux des formateurs. Donc, il y aura une forte demande de personnes à recruter pour accompagner les parents, pour accompagner les jeunes, pour accompagner des étudiants, à aller vers ces compétences-là, à comprendre comment faire un site Internet. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est out du numérique, on sera out de la vie dans quelques années. Au-delà des métiers et de compétences, c'est-à-dire, on a nos sociétés qui se transforment. On va payer la facture par téléphone. On va interagir avec son enfant qui est en France avec WhatsApp. On va payer des choses par Orange Money. On va déclarer ses impôts
sur Internet. On a nos sociétés qui se transforment. On va faire campus Seine campus ou je ne sais plus quoi, le truc d'orientation de bac là. On va faire ça sur Internet. C'est-à-dire, si tu ne sais pas faire campus Seine sur Internet, mec, tu ne vas pas aller à l'université. Voilà. C'est pour vous rendre compte à quel point nos sociétés sont en train de se transformer et à quel point c'est irréversible. C'est-à-dire, on ne va pas reculer. On ne va pas y échapper. Ouais. Et donc, au-delà même des questions de métier et des questions de compétences, ça va être une question d'insertion sociale tout simplement et de vie quotidienne des gens. Donc, je suis extrêmement convaincu et c'est le métier qu'on est en train de faire. J'espère que très bientôt, on aura des collaborations très, très fructueuses, Aïcha. Il faut des médiateurs du numérique, il faut des coachs, il faut des gens, il faut des enseignants, il faut plein de personnel pour accompagner nos sociétés dans ces domaines-là. Ouais. C'était très, très intéressant. Et peut-être, du coup, pour montrer davantage cette appétence grandissante du numérique de la part des jeunes, Aïssata, est-ce que tu t'en rends compte, toi qui accompagnes les femmes, qu'il y a effectivement une évolution dans cet intérêt de la part des femmes, notamment? Bah oui, parce qu'en fait, on accompagne différents profils. Donc, il y a ceux qui sont plus jeunes. Tout le monde est sur Snap et sur Instagram. Donc, moi, je leur dis, mais c'est bien beau d'utiliser ces applications-là, mais est-ce que vous savez comment c'est construit derrière? Et surtout, où vont vos données? Donc, ça les fait réfléchir. Et après, effectivement, ils se disent, oui, effectivement, il faut qu'on se bouge et qu'on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, même si ce n'est pas pour devenir développeuse web ou autre. Hein. Et après, effectivement, il y a ceux qui sont plus âgés, qui ont besoin d'aller sur la CAF, sur Pôle emploi pour pouvoir s'enregistrer et autres. Et si tu ne sais pas utiliser ces outils-là, comme il disait, bah, tu es dépassé par la vie, quoi. Ouais, donc, oui, effectivement, c'est un travail qu'il faut faire, mais les personnes aussi en sont conscientes. Donc, en sont conscientes. Donc, d'elles-mêmes, elles se réveillent et elles se bougent. Clairement, clairement. Je voulais juste rebondir sur quelque chose dont Ousseynou parlait au tout début, c'est la problématique des safe seas. Est-ce qu'aujourd'hui, quel rôle par rapport à vos différents profils, chacun peut jouer justement? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dernièrement, on a fêté la journée internationale contre le harcèlement. On sait qu'il y a le cyberharcèlement, donc le numérique a vraiment un rôle très, très important dans ça. Où est-ce que voilà, c'est quoi le rôle en fait de chacun? De happy slapping, des trucs de sexting, c'est vraiment un cauchemar, notamment auprès des ados et tout. C'est quoi le rôle de chacun par rapport, notamment au numérique d'ailleurs, par rapport à tout ça? Je vais rebondir dessus. Moi, d'ailleurs, je m'intéresse plus à la data science qu'au développement web. D'accord. Et donc, l'IA, ça me parle beaucoup, le machine learning. D'ailleurs, on a commencé ce mois-ci à faire des webinaires autour de l'IA. Et moi, je trouve que les acteurs qui sont dans le numérique, c'est important de dire à la société civile qu'au quotidien, on utilise des applications et Internet. Nos données sont partagées sur Internet et sont libres d'accès à tout le monde. Et surtout qu'il faut faire attention à où on met nos informations, à ce qu'on dit et avec qui on parle. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est le rôle de tous les acteurs du numérique d'en parler et de faire la prévention par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Très bien, très bien. Alors, je pense qu'on va quand même pouvoir passer à la deuxième partie et la dernière partie qui va du coup concerner le public. On va leur laisser la parole. Mais avant, j'aimerais que chacun puisse du coup prodiguer à son niveau des conseils aux différents participants. Voilà. Peut-être qu'on peut commencer par Ngor. Des conseils dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Des conseils dans l'entrepreneuriat, voilà. Ou même dans le monde professionnel par rapport aujourd'hui à ton... Moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est que voilà, l'entrepreneuriat est une chance pour nous, vraiment pour l'Afrique en général. L'entrepreneuriat est une chance, il faut la saisir et il faut être patient quand on va entreprendre. Les statistiques ont montré qu'en général, les créations d'entreprises, les entreprises qui, en majorité, 80% ou bien plus même, vont mourir au cours des 2 premières années suite à la création. En fait.
la durée de vie des entreprises, c'est 2 ans en général, parce que les gens, ils sont pressés, ils ne sont pas bien préparés, ils ne sont pas flexibles par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tout simplement faire ce qu'ils ont en tête, en fait, et rien d'autre. Et c'est juste pour dire qu'il faut vraiment être patient. Il y a beaucoup d'exemples qui sont là, qui sont des exemples que nous connaissons tous. Il y a Alibaba, Jack Ma, qui est le plus grand loser de tous les temps et qu'aujourd'hui, c'est la personne la plus importante au monde actuellement, parmi les gens les plus importants au monde, par ce qu'il a réussi à créer, par ce qu'il représente en tant qu'entrepreneur, en tant qu'exemple, en tant que modèle. Quelqu'un qui a été qui a échoué presque partout, mais qui a été persévérant, qui a été patient et qui n'a pas accepté de rentrer dans les moules parce qu'il a fait différemment les choses, en fait. Et il a été constant dans cette manière de faire-là et que ça a payé aujourd'hui. Quand il toque sur le porte de n'importe quel président, il l'ouvre avec la fanfare et tout ça, quoi. Et or que si on revenait 20 ans ou bien 30 ans en arrière, c'est le plus grand loser, quoi. Et c'est tout simplement pour dire que l'entrepreneuriat, c'est une chance, il faut la saisir, mais avec méthode. Il faut avec méthode et patience. Learning by doing, moi, c'est mon créneau. On teste des choses, on se casse la gueule, on se relève et puis on fait autrement. On ne va pas remettre le pied là où on est tombé, en fait. Et du coup, concernant le monde de l'informatique, il y a plein de métiers qui sont ouverts à des gens, à toute forme de profil, en fait, que ça soit un informaticien ou pas. Et encore, c'est plus intéressant encore quand tu as une autre compétence, en fait. Quand tu as fait du droit ou bien tu as fait de la médecine et que tu viens en informatique, les gens, ils ont besoin de toi parce que tu connais bien le métier du droit, tu connais très bien le métier médecin et du coup, toutes les solutions qu'on va mettre en place pour les médecins, ben, tu es la personne la mieux placée pour pouvoir piloter ce projet-là, en fait. Ouais. Et du coup, en termes de reconversion, je pense que ça peut être super intéressant de se reconvertir venant de tout horizon possible. Et voilà quoi, ce que je voulais dire. Et puis voilà, n'hésitez pas aux questions afin qu'on puisse rentrer dans les détails. Je suis obligée de rebondir sur ce qu'il a dit à la fin. Je t'en prie. Parce que en fait, notre plateforme, elle est spécialisée sur ça. C'est qu'on prend des personnes qui sont spécialisées dans un métier ou dans un secteur d'activité et qui ensuite se reconvertissent dans les métiers techniques. Et lorsqu'on va voir les recruteurs, on leur dit que voilà, cette personne-là, elle vient par exemple de la food ou de la médecine, mais maintenant elle est spécialisée dans la data science ou dans la cybersécurité. Donc, c'est important d'avoir cette personne-là qui a un background et une nouvelle casquette. Donc, effectivement, ce qu'il dit, c'est super intéressant. Et donc, n'hésitez pas à vous reconvertir, quoi. Et avoir une double casquette, spécialisée et tech. Très, très important. Je pense qu'on a fait peur à nos invités en leur disant dans 10 ans, s'ils ne se forment pas au numérique, ils seront exclus de notre planète. Non, mais je pense qu'aussi, pour les convaincre un petit peu, il faut juste en fait qu'ils comprennent en fait ce qui est dans leurs avantages, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur business aujourd'hui, avec les numériques, vous augmentez. Enfin, si vous faites du e-commerce, vous doublez votre chiffre d'affaires. Si vous voulez de la visibilité, vous allez vous faire connaître beaucoup plus facilement. Et en fait, encore une fois, en fait, c'est plus dans votre avantage qu'autre chose. Très bien, très bien. Ousseynou ? Alors, je pense encore une fois que c'est vraiment pas simple d'intervenir en dernier. Ah, désolée. Si tu m'invites encore, mais répétition pédagogique, il est pédagogique. Ouais, ça se voit. Non, mais c'est vraiment bien. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Moi, je reviens sur la méthode et je lance un message aux jeunes. Allez-y, quoi, foncez. C'est-à-dire, alors, il y a quelque chose de relou dans le numérique, c'est que de loin, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de voir des codes, de voir des trucs comme ça bizarres et tout. Ça fait peur, quoi. De voir des Google Analytics, de voir des Google Analytics. Voilà, il faut aussi que les gens démystifient ces choses-là. Ils se disent que ceux qui vont... Alors, vraiment, toutes les choses évidentes, toutes les choses qui paraissaient a priori évidentes ont été déconstruites par le numérique. C'est-à-dire, moi, les meilleurs web marketeurs que je connais,
n'ont jamais fait de cours de web marketing de leur vie. Et mieux encore, ce ne sont même pas des jeunes, ils ont 60 ans ou 50 ans. Les meilleurs web marketeurs que j'ai rencontrés chez Google ont plus de 50 ans, c'est pas de leur génération. Ils n'ont jamais fait de cours de web marketing. Donc, pour vous dire à quel point les choses peuvent être accessibles. Une chose est importante, encore une fois, c'est la méthode, ce sont les soft skills, et c'est cette posture de vouloir apprendre, c'est cette volonté d'apprendre à apprendre. Je pense que c'est totalement crucial et vous n'y verrez que votre bien. Vous n'y verrez que, que votre bien en termes d'insertion professionnelle, en termes d'employabilité. Aujourd'hui, avoir des compétences numériques booste et multiplie par 2 ou par 3 votre employabilité. Avoir des compétences numériques booste votre business x 3. Je rejoins Mohamed, il a parfaitement raison. On a vu que les entreprises qui réussissent des transformations digitales ont un chiffre d'affaires 3 fois plus grand que les entreprises qui ont échoué leur transformation digitale. Donc, vraiment, c'est le message à lancer. Allez-y à fond. Que ce ne soit pas une excuse que vous n'avez pas pu vous inscrire à Simplon ou que vous n'avez pas pu aller dans telle école. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet gratuitement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Coursera, que ce soit sur, je sais pas, sur Open Classroom. Il y a plein de sites aujourd'hui qui peuvent vous aider à comprendre, à faire plein de choses. Nous, on est en train justement de réfléchir, juste je vais terminer par là, pour vous dire à quel point tout ça, ça peut être accessible. On est en train de travailler actuellement sur un programme qui vise les arabisants. Voilà. Les arabisants, ce sont des gens qui ont le même niveau de diplôme que nous, qui ont été en Égypte, parfois en Tunisie, qui ont des licences et des masters, qui viennent dans ce pays et qui ont faim, c'est la langue, c'est le français. Ils ne comprennent pas français. Donc, ils ont de gros blocages d'entrée à l'emploi. Donc, aujourd'hui, nous, on l'a testé, on a vu des arabisants qui savent faire de l'infographie mieux que ceux qui ont été formés à l'école française, Genre, on voit des arabisants qui savent faire de multimédia, tourner des vidéos, faire des motion design, qui savent faire un site internet, WordPress et tout, mieux que ceux qui ont été à l'école française et tout. Donc, voilà aussi, voilà ce qui se joue avec le numérique. Comment aujourd'hui... arabisant. Ah ouais? Voilà. Ouais. Voilà. Je suis arabisant. Voilà aujourd'hui ce qui se joue avec le... Mohamed, j'aurais besoin d'avoir ton contact du coup pour discuter avec toi sur ça. Tu ferais un bon rôle modèle sur ces... Pas de souci. Voilà. Je ferai la mise en relation avec plaisir. Voilà aujourd'hui ce qui est en jeu. C'est soit via le numérique, on parvient à accompagner les jeunes et nos sociétés à avoir des compétences et on s'évite beaucoup de drames, que ce soit l'éducation clandestine, le chômage, la pauvreté, le banditisme et tout. Soit on échoue cette politique-là et on augmente les chances que nos sociétés deviennent instables et qu'on ait une jeunesse qui puisse être une bombe. Voilà. Très bien, très bien. Alors, ce que je comprends, c'est que l'on soit du côté du développement web hardcore, j'ai envie de dire, il y a quelque chose à faire. Que l'on soit du côté des soft skills également, comme le cas de Ousseynou, il y a énormément de choses à faire. Le tout étant de savoir, du coup, comme le disait Ngor, saisir les opportunités au moment où il le faut. Et quoi qu'il en soit, que ce soit dans le monde professionnel ou même pour nous, personnellement parlant, et Sata le disait tout à l'heure, on a besoin d'aller sur les sites internet, d'acheter des choses, de faire des démarches en ligne. Enfin, de plus en plus, il y a une démocratisation de beaucoup d'outils et il faut y aller, quoi. Il faut faire comme le dit Ngor, le learning by doing. Voilà. Alors, du coup, c'est à ce moment-là que je vais donner la parole à Khadija, qui était en train de prendre les questions. Khadija, si tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux commencer peut-être à nous donner les questions, sachant que toutes les personnes qui ont envie de prendre la parole directement, vous pouvez lever la main et on le verra et comme ça, on vous donnera la parole. Ah, très bien. Il y a Anna Doumézel. Khadija, je te laisse gérer cette partie du coup. D'accord. Bonsoir à tous. Je vais commencer par la question de Mamadou Diallo, qui demande la durée de formation chez Simplon.
Et la deuxième question, c'est quelle a été la plus grosse difficulté durant la reconversion dans le tech? C'est ça les deux questions de Mamadou Diallo. Durée de la formation, c'est chez Simplon. Et quelle a été la plus grosse difficulté durant la reconversion dans le tech? Question de Mamadou Diallo. Pour Simplon, je pense que je vais laisser Ouseni répondre, si Mamadou vient de l'Afrique ou du Sénégal. Et par rapport à la plus grosse difficulté, moi, je dirais que c'est de s'accrocher. En fait, ça dépend du métier qu'on cible, mais si on cible un métier technique, c'est de s'accrocher à l'apprentissage du code et surtout, c'est d'avoir une opportunité d'offre d'emploi. Il faut pas, comment dire, c'est pas évident de recruter une personne en reconversion, à part si on a un bon niveau technique, ou sinon, c'est vraiment activer son réseau et rechercher à fond un stage ou une alternance pour pouvoir avoir un poste plus tard. Donc, c'est soit être excellent ou sinon activer son réseau. Voilà. D'accord. Alors, chez Simplon, ils ont différents programmes. Je ne travaille plus pour Simplon, donc je donne une réponse assez approximative, sachant qu'après, je vais mettre mon adresse mail dans le chat pour que la personne puisse me contacter et je mettrai en rapport avec les gens de Simplon, avec les Simplon Sénégal. Mais je sais qu'ils ont différents parcours, c'est un peu à peu près le même modèle qu'en France, de développeur web, de community manager et autres, et qu'on est à peu près sur des parcours en 3 et 6 mois. Il se trouve, alors il y a 2 Simplon, il y a Simplon à l'AUF sur la Corniche et Simplon qui se trouve également au sein du Orange Digital Center, qui se trouve sur la VDN. Donc, il y a un parcours qui est là-bas et un parcours qui est dans l'autre siège. Je vais partager mon adresse mail. La personne peut m'écrire et je lui mettrai en relation directement avec les référents, avec les bonnes personnes sur ce sujet-là. Super, c'est mieux. J'ai mis les liens, mais effectivement, s'ils peuvent vous mettre en relation, c'est parfait. D'accord. J'ai une question pour Théophane qui demande la place du numérique dans le développement durable dans un contexte africain. Bonne question. Moi, je suis parisienne, hein, donc les autres, je vous laisse répondre. Après, la question du développement durable, c'est quand même une question très, très, très spécifique. Hein. Moi, enfin, je ne sais pas si Ousseynou, je te vois sourire, tu as envie de répondre. Vas-y, Aïcha, vas-y. Comme Ousseynou a dû le dire, hein, le numérique, c'est vraiment un accélérateur. Ça permet de réduire la pauvreté, de permettre aux gens de pouvoir accéder à l'emploi beaucoup plus facilement, d'éviter également surtout la fracture du numérique. Donc, il y a une sorte de démocratisation. Qu'on soit au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, en Chine, on a tous accès aux outils du numérique. Et à côté de ça, on peut se dire, OK, le digital, aujourd'hui, vous allez m'arrêter, il y a aussi d'autres enjeux d'émissions carbone, mais qui peuvent être limités dans leurs utilisations. Et ça va nous éviter, du coup, de se déplacer. Là, le télétravail, il est génial, si c'est bien fait, bien entendu. Il y a beaucoup d'applications qui se développent aujourd'hui, donc dans la mobilité durable, dans le tourisme durable, dans la mode responsable. Donc oui, le numérique et le développement durable, c'est de bons alliés à condition de bien les utiliser tout simplement. C'est ma réponse. Je peux donner mon grain de sel là-dedans. Bien sûr. Voilà, je pense que le numérique et le développement durable, c'est une question qui est assez large, assez vaste. Mais ce qu'on peut juste, moi, là où je voudrais juste mettre l'accent, c'est que le numérique est un vecteur d'ascension sociale, en fait, si c'est bien fait. Parce que de plus en plus, je m'intéresse beaucoup aux applications, aux choses qui se font un peu partout. J'ai vu que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'applications qui sont sorties qui permettent de mettre en relation le producteur lambda et un consommateur, en fait. Le consommateur, il va juste dire que j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Un producteur qui est au village, il peut dire que oui, j'ai ça, et qu'il y a un logisticien qui va entrer en jeu pour aller récupérer le produit et le donner à l'autre. Ce qui fait que les produits qui pourrissaient au village parce qu'on a un problème d'enclavement, ça commence vraiment à disparaître.
Et c'est ce que Alibaba a réussi vraiment, en fait. Alibaba, c'est tout le génie d'Alibaba, en fait, en réalité. Et du coup, au niveau africain aussi, moi, j'ai vu qu'il y a des applications qui sont de plus en plus démocratisées un peu partout, qui permettent de faire cela, de dire qu'un producteur qui est au village, il peut produire son truc, il peut cultiver des légumes ou bien des choses, et il n'est pas obligé de les brader. Parce qu'il y a une plateforme qui permet de pouvoir commander son produit et qu'un logisticien va venir récupérer le produit et le livrer au truc. Ce qui fait que ça va stopper un peu l'exode rural si c'est bien fait. Ouais. Et que ça participe au développement en fait, de ces localités-là. Bien sûr. Il faudrait beaucoup de volonté politique pour soutenir pour accompagner cette nouvelle dynamique-là en fait. Et du coup, voilà, il y a d'autres aspects où on va discuter, on peut remettre en cause tout ça, mais pour l'Afrique, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas... il y a beaucoup de pertes de production, tout simplement parce que les zones sont très enclavées, tout simplement parce qu'il y a une seule possibilité d'achat, ou bien il y a une seule personne qui vient ramasser tout ce que les gens ont produit et il va acheter à son prix. Alors qu'avec le numérique, on peut équilibrer. On peut avoir un certain équilibre entre le producteur et le consommateur et que les gens vont consommer un peu plus équitable, commerce équitable et tout ça. Je pense que c'est les pistes sur lesquelles on pourra essayer de réfléchir davantage et mettre en place des solutions qui permettraient cet équilibre-là, en fait. Exactement. Je vais juste rebondir un petit peu à la question. En fait, comme vous le savez tous, l'Afrique aussi a ses réalités. Aujourd'hui, on a des zones où les gens ne savent même pas utiliser un téléphone. Et que les Michel, il sait que cultiver, dormir, se réveiller, ainsi de suite. Il ne sait même pas utiliser le téléphone. Du coup, je pense qu'il y a, comme a dit Ngor, il doit y avoir une vraie volonté politique déjà pour former ces gens, leur fournir déjà les outils déjà pour communiquer, un téléphone, un accès à Internet, et aussi par la suite les former ou former des intermédiaires qui vont être intermédiaires entre ces cultivateurs ou ces gens-là qui font autre chose et les plateformes. Parce que je pense récemment, j'ai vu, je ne sais pas si c'est au Sénégal ou dans un autre pays, qu'apparemment, il y a des mangues qui pourrissent. Que des producteurs de mangues n'arrivent pas à vendre leurs mangues ou ils en ont fait trop. Et aujourd'hui, quand tu regardes en France, tu sors de la gare, on te vend la mangue à 1 euro. Tu vois, je me suis dit, s'il y avait une plateforme, par exemple, qui peut faire l'intermédiaire, ça pourrait remédier à ce problème. Mais malheureusement, la volonté politique n'y est pas encore. Clairement. Je ne sais pas si on a donné des éléments de réponse parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, le développement durable et le numérique. Mais voilà, au moins ça. Ok, je repasse à une autre question. Il y a mademoiselle Nafingom qui veut savoir, qui va avoir des informations concernant Simplon. Je pense que ça a été déjà répondu. Elle veut s'inscrire à Simplon, mais elle ne sait pas comment faire, en fait, parce qu'elle est au Sénégal apparemment. Du coup, elle voulait avoir des informations par rapport à ça. J'ai partagé mon adresse mail. D'accord, je vais peut-être le mettre alors pour les conférenciers et participants. Donc, ils peuvent m'écrire. Je pense que c'est bon. Je l'ai mis dans le chat. D'accord, ça marche bien. Il y a une question de Anna Doumézel qui demande de citer des plateformes à utiliser pour apprendre à se former et à coder. Adressée à Madame Kouyaté. Koité. C'est ça, non? Pardon. Comment? C'est Kouyaté à la base, c'est vrai, mais Kouyaté. Kouyaté, d'accord. Du coup, les plateformes que je connais, c'est Udemy. J'ai noté. Udemy, Open Classroom. Et peut-être dans la même logique de cette question, en attendant que Aïssata écrive du coup les différentes plateformes, où c'est nous par rapport à Google Atelier Numérique.
il y a beaucoup aujourd'hui d'outils que les jeunes peuvent utiliser pour aller se former à Google AdWords, Google Analytics, plein. Je pense que ça peut être intéressant aussi dans cette logique de leur donner des éléments. C'est pas OK. déjà fait. Alors, donc, Google Atelier numérique, c'est un programme initié par Google France, totalement gratuit, où vous pouvez vous former au métier de la communication numérique, c'est-à-dire à être expert en référencement naturel, expert en community management, expert en emailing. Vous avez au moins les bases, je veux dire, emailing. Donc, sur les 5 canaux de com qui existent dans la communication digitale, que ce soit l'emailing, que ce soit le référencement, les moteurs de recherche, que ce soit le social media, que ce soit le display ou encore que ce soit l'affiliation. Ça fait vraiment de creuser ces 5 sujets-là très clairs. Et en principe, au sortir de cette formation, vous êtes en mesure d'avoir, vous avez quand même de très bonnes bases pour emprunter les métiers de web marketeur, de quelqu'un qui sait communiquer, qui sait gérer la communication digitale d'une entreprise ou bien d'une personne, d'une personnalité publique ou autre. L'avantage, je le souligne, de cette formation, c'est qu'elle est totalement online, totalement gratuite et elle est certifiante. À la fin, vous avez votre certification Google Atelier numérique que vous pouvez mettre dans votre CV et qui peut booster votre CV, qui peut booster votre employabilité. Et que un recruteur qui voit ça, que vous êtes formé sur ça, ça peut être un coup de chance de plus. À côté de ça, vous avez les autres certifications Google qui sont d'un niveau un peu plus élevé, mais qui ne sont absolument pas du tout inaccessibles. Si moi, j'ai pu être certifié AdWords et Google Analytics, vous le pouvez tous, je vous rassure. Donc, vous pouvez faire sur Google Academy, vous pouvez vous former à Google Analytics, et alors qui va vous apprendre comment mesurer le trafic que vous avez eu sur votre site Internet. Donc, c'est un logiciel de mesure de trafic, d'où le trafic vous est venu, qui est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait dans votre site, c'est quoi l'utilisateur dans le site, etc. etc. C'est un outil assez complet, assez cool également, qui est aujourd'hui très sollicité, très sollicité dans les entreprises. Donc, être certifié Google Analytics. Et encore une fois, ça aussi, c'est gratuit. Genre Google Analytics et Google AdWords, c'est comment faire de la publicité sur les moteurs de recherche. Donc, il y a des certifications aussi Google AdWords qui sont gratuites, les certifications sont totalement gratuites. Comme je le disais, ce qui reste, c'est juste la volonté, votre volonté à pouvoir y aller et vous former. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Khadija, je te laisse poursuivre. Oui, d'accord. Il y a une dernière question de Anna Dumézel qui veut savoir comment se font les démarches afin de trouver les fournisseurs et ainsi avoir accès à des subventions et à des financements. C'est-à-dire comment trouver des incubateurs, en fait. C'est ce qu'elle veut savoir. Elle est basée où? Je ne sais pas, en fait. Il faudrait poser la question. Elle n'est pas en région parisienne, à mon avis, mais elle est en France. OK. Elle est en France, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Oui, d'accord, OK. Il y a un site qui regroupe toutes les informations de financement et d'incubateurs, c'est la BPI, BPI France. BPI France. Et sur ce site, tu as accès à toutes les subventions qui peuvent exister et te créer un compte et pouvoir échanger avec des conseillers directement. Ou sinon j'ai des noms d'incubateurs que je peux te donner. Mais ça dépend des projets que tu as. Donc, il y a Willa, il y a Station F qui est très connu. C'est Xavier Niel? Oui. Okay. Willa, Station F. Voilà, que tu peux trouver rapidement sur Internet. Okay. Moi, j'ai une question, si tu permets, Khadija, oui, vas-y, dans la même lancée. Par rapport à ces incubateurs, notamment, par rapport à la BPI notamment, dans l'accompagnement que la BPI apporte aux entrepreneurs, si par exemple c'est du financement, est-ce qu'il y a un taux de cofinancement? Un taux de cofinancement? Oui, que doit supporter l'entrepreneur. Ah, d'accord. En fait, ça dépend de différents types de subventions. Moi, je sais qu'on va faire une subvention qui s'appelle InnovUp. En fait, il te permet de financer l'expérimentation de ton projet à hauteur de 100 000 jusqu'à 500 000.
n'as pas besoin d'avoir de l'argent de base. Et en fait, ça dépend de l'appel à projet auquel tu réponds. D'accord. Des appels à projet auxquels tu réponds. Voilà, ce sont des appels à projet. Après, effectivement, si tu vas voir une banque, ce serait bien d'avoir un minimum, parce que je ne pense pas qu'ils te donneraient un prêt par rapport à ça. D'accord. Sinon, il y a plein de subventions où c'est tu candidates, tu parles de ton projet, et s'il est retenu, bah, tu as les financements, soit remboursables, soit gratuites. Ok, très bien. Donc, tout dépend des conditions qui sont énumérées sur la... Voilà, exactement. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, les questions sont finies. Ok, très bien. Est-ce que je repose la question aux participants? Est-ce que avant qu'on se quitte, vous avez d'autres questions que vous avez oubliées peut-être? Bon. Alors, sachez que je pense que vous pourriez être en relation avec Aïssata, avec Ousseynou, avec Mohamed, avec Ngor, notamment sur LinkedIn. En tapant directement leur nom, vous allez pouvoir les retrouver. Et si d'aventure d'autres questions vous viennent à l'avenir, je pense que vous pouvez les contacter directement et ils répondront quand ils pourront. Donc voilà. Merci beaucoup, Khadija. Merci à vous. Pour avoir géré les questions. Du coup, on arrive à la fin de cette petite conférence sur les métiers du numérique. Je tenais vraiment à remercier chacun d'entre vous pour votre temps parce que ce n'est pas évident. Je sais que chacun d'entre vous est entre plusieurs projets en même temps. Et que dimanche, généralement, c'est fait pour se reposer. Vous avez quand même accepté de venir partager votre expérience, donner des conseils également aux participants, ce qui est super important. Et c'est comme ça qu'on parviendra, bien entendu, à atteindre des objectifs qui est tout simplement d'aider et d'accompagner les jeunes qui ont été à notre place, hein, quelque part. On a été à leur place plutôt à un moment donné pour qu'ils puissent du coup décrocher des opportunités et s'inscrire dans la même dynamique dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, au nom de toute l'équipe Dunia Éthique, je remercie vraiment Ngor, Aïssata, Ousseynou, Mohamed, Khadija également, un grand merci. Merci également à Anna qui était en train de prendre des notes. Donc, il y aura un compte rendu dans quelques jours que je vais pouvoir vous envoyer à tous les participants pour que vous puissiez du coup vous rappeler de tout ce qui a été dit. Et puis, suivez Dunia Éthique sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, sur Facebook. Suivez Hello Ada aussi. Suivez Polaris Asso. Suivez Taïmouner. Et Mohamed, qu'est-ce qu'on doit dire pour toi? Pour moi, je pense qu'il y a des projets qui vont sortir bientôt avec Ngor. Donc, d'accord. Vous pouvez me joindre sur LinkedIn, on va se rencontrer. Très bien. Donc, suivez tout le monde et puis on reste en contact. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, chacun. Franchement, c'était super passionnant. Okay. Et j'espère qu'il y aura d'autres conférences. Et pourquoi pas un sommet numérique plus tard en Afrique. Ce serait génial. Ouais, moi, je vous rejoindrai avec plaisir au Sénégal ou au Mali. Je suis malienne. Voilà. Donc, franchement, super. Belle initiative. Bravo. Merci. Quelqu'un veut dire quelque chose, un dernier mot? Moi, je voulais te féliciter toute l'équipe qui est derrière, qui a permis cette rencontre. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui, j'espère aussi. On fera en sorte que ça ne soit pas la dernière rencontre. Et aussi féliciter les éditeurs qui sont patients et qui ont bien participé au débat. Très bien. Ok. Bon, Ousseynou, Ngor, vous voulez dire bravo à toi. Moi, je veux juste te dire bravo. Je suis content d'avoir passé ces 2 heures de temps avec ces personnes formidables, les co-animateurs de cette conférence. Je vais tous prendre vos contacts, hein, comme ça, je suis sûr qu'il y a des collaborations à créer. Et bravo à toi, Aïcha, et à toute ton équipe. Je pense que vous contribuez à accompagner les jeunes à prendre en main leur destin. Donc, bravo pour ça. Merci. N'hésite pas non plus à mettre en rapport avec ton équipe au Sénégal pour que je puisse les rencontrer. Avec plaisir. Tiens, avec plaisir. C'est possible de faire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ousseynou. Ngor? Pour moi, ça va être plus des mots de remerciement parce que je trouve vraiment important et indispensable ce genre d'événement. Moi, je me rappelle juste de quelque chose que avait raconté un jour
Cédric Villani, c'est un des esprits mathématiques de notre temps. Il disait qu'à un moment donné, il a quitté la France pour s'installer aux États-Unis, où on le payait trois fois son salaire de France. Mais il ne se passait rien parce qu'il y avait des grands esprits dans l'université, mais chacun était à son palier, en fait. Et un jour, par chance, il devait juste représenter l'université dans un colloque. Et il a discuté avec un de ses collègues savants qui est dans cette université-là sur un article, une publication qu'il avait fait, et que cette personne-là a utilisé ces résultats-là dans le domaine de la géométrie, et qu'il lui disait que je te remercie vraiment de ce travail-là que tu as fait, c'est génial, ça m'a permis de trouver ça. Lui, il ne s'est jamais intéressé à la géométrie. Il s'est dit, tiens, pendant tout ce temps-là, on était là, côte à côte, chacun dans son palier. Lui, il a utilisé mes études pour trouver ça. Pourquoi pas travailler en collaboration ensemble? Et ils ont écrit les publications les plus remarquables de sa carrière aujourd'hui, en fait. Et c'était juste parce qu'ils ont discuté. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très, très, très important, ce genre de rencontre-là, de réunir les gens, d'échanger de gauche à droite. Et c'est fondamental aussi pour les entrepreneurs. En fait. C'est fondamental pour les entrepreneurs, ça affine les idées, ça permet de progresser, d'avancer. En fait. Et je te remercie pour ça et j'encourage vivement cette initiative. Et je remercie les camarades avec qui on était là et c'était vraiment, vraiment intéressant et vraiment enrichissant pour moi. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup kiffé. Du coup, ça fait une belle chute par rapport à l'optimisme, au fait également de toujours positiver et qu'en se communiquant, on peut tout faire ensemble. Donc, c'est hyper, hyper important. Par ailleurs, cette conférence va être disponible sur YouTube. Donc, il y aura le replay bientôt. Et dans un futur proche également, notamment Ngor ou Mohamed ou même Aïssata. On a des ateliers également qui sont vraiment accentués sur du pratico-pratique, sur des compétences concrètes. Donc, je vais faire un petit sondage pour voir s'il y a des personnes qui sont intéressées par en savoir plus sur le codage informatique, par exemple, le développement web. Et si effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, on pourra par ailleurs organiser un petit atelier pendant lesquels, effectivement, on pourra leur donner des compétences pratico-pratiques, au moins un début pour qu'ils puissent aller après chercher le sommet, quoi. Donc voilà. Merci encore une fois à tout le monde. Passez une excellente soirée et on se tient au courant. Ousseynou, je t'ai déjà envoyé le contact de Mohamed. Je pense que je ferai la mise en relation avec vous tous. C'est toujours important. Et puis, portez-vous tous bien et prenez soin de vous et de vos proches également. C'est important. Merci aux participants aussi. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao.